يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau rendez-vous des pros de l'éco, votre émission d'analyse et de débat 100% économique. Et au menu du soir figure une thématique hybride avec le processus de désindustrialisation de l'Europe et son contraire en Afrique, celui de l'industrialisation du continent. Deux phénomènes qui, a priori, semblent s'opposer, mais auxquels nous allons tenter de trouver des convergences de vues, car ces deux continents qui se juxtaposent à peine sur le plan géographique ont, selon de nombreux observateurs, tout à gagner à unir leurs forces sur le plan industriel. Entre une Europe en déclin sur le plan industriel, acculée par les OPA américaines sur des fleurons européens avec la synergie comme unique plan de relance, la compétitivité et la gourmandise asiatique et les délocalisations dans de nouveaux hinterlands industriels. D'une part, une Afrique plutôt décomplexée qui s'affiche et affiche au grand jour son potentiel en matières premières, en ressources humaines et en énergie abondante. Y a-t-il un terrain d'entente, un compromis à trouver pour un partenariat industriel win-win? Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Avant de vous plonger dans le débat des pros de l'éco, laissez-moi vous présenter d'abord nos invités du soir. À commencer par vous, Lazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Merci d'être parmi nous une nouvelle fois. Bonsoir et merci pour votre invitation, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Pour vous accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Nairobi au Kenya Danilo Desiderio. Vous êtes PDG de Desiderio Consultant et expert en douanes africaines. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation également. Bonsoir et merci à vous pour votre invitation. Enfin, pour m'accompagner sur ce plateau, j'aurai également le plaisir d'accueillir Brahim Gendouzi. Vous êtes économiste et professeur des universités. Merci également d'avoir accepté notre invitation, professeur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, comme chaque semaine, justement, avant de laisser place au débat, un débat qui se respecte, qui mérite une entrée en matière de ce nom, je vous propose de suivre ce sujet qui vous a été préparé par la rédaction des pros de l'éco. Berceau de l'industrie mondiale, l'Europe a fait des pas de géant dans l'histoire économique moderne grâce à l'industrialisation de ses moyens de production. Une réalité qui semble peu à peu se dissiper dans le nuage d'un autre phénomène apparu au début des années 80 selon les économistes, la désindustrialisation. L'Europe a en effet cédé sa place au podium des grands continents industrialisés au profit de l'Asie et l'Amérique et bientôt l'Afrique. Selon la Banque mondiale, de 2000 à 2021, l'Union européenne a perdu 3% de part de l'industrie manufacturière de son PIB. Il passe de 18% à 15%. Des pays comme la France, la Belgique, l'Espagne ou encore la Suède sont parmi les nations les plus touchées par la désindustrialisation du continent. Mais comment expliquer ce phénomène ? Les experts avancent plusieurs causes, mais à leur tête on retrouve la hausse du coût de l'énergie, du coût du travail, la migration des industriels vers les services ou encore le mouvement de délocalisation massif vers des régions où les salaires des ouvriers sont nettement inférieurs à la moyenne européenne, que certains pays comme l'Allemagne ou la France ont opéré, parfois sous la contrainte des repreneurs étrangers. De plus, les offensives opérées par les mastodontes américains du secteur sur des fleurons européens n'ont pas produit l'effet escompté. La vente du français Alstom Energy à General Electric devait donner naissance à un géant. Force est de constater que l'opération prend toujours plus des allures de Bérésina. Le pôle suisse du groupe américain General Electric a déjà vécu 4 restructurations majeures depuis 2016.
Mais en contre-champ de ce tableau, un autre continent, en l'occurrence l'Afrique, traverse une dynamique inversée, toute proportion gardée. Riche en énergie et en matières premières, le continent noir a l'avenir de l'industrie mondiale entre les mains, même si la part du continent dans l'industrie manufacturière mondiale a diminué pour atteindre le niveau actuel de moins de 2%, selon la Banque africaine de développement. Il n'en demeure pas moins que les efforts vers une industrialisation rapide se multiplient. 37 pays sur 52 ont progressé sur la voie de l'industrialisation au cours de la dernière décennie, selon l'indice 2022 de l'industrialisation de l'Afrique. Si l'Afrique du Nord reste la région africaine la plus avancée en matière de développement industriel, des pays comme Djibouti, le Bénin et le Mozambique ont progressé de 5 points par rapport à l'indice 2021. Alors la question qui se pose en creux de ces deux constats, c'est de savoir si un compromis entre les deux continents est possible. D'aucuns diront qu'il existe déjà, du moins sur le papier. Il s'agit de la colocalisation de la production, concept qui succède à celui de la relocalisation. Un partenariat win-win est-il envisageable en ce sens ? La constitution d'un bloc nord-sud va permettre une redynamisation de l'industrie dans les deux continents. L'Europe fournirait à l'Afrique des atouts tels que les capitaux, le savoir-faire technologique et les aptitudes industrielles. À son tour, le continent africain présentera une solution à certaines menaces de l'industrie européenne et des alternatives viables en matières premières, en énergie et même en coût du travail avec à la clé de nouvelles parts de marché à l'export. C'était donc un sujet préparé par Naliman Zekarl. On va laisser place au débat désormais. On va commencer avec vous directement, Nazim Sini. Alors, cette désindustrialisation de l'Europe, mythe ou réalité selon vous ? Écoutez, c'est malheureusement pour les Européens une triste réalité, puisque comme vous l'avez rappelé, la part de l'industrie dans le PIB européen est passée de 18 à 15%. Je tenais aussi à vous rappeler un chiffre qui était assez effarant, c'est que l'Europe a détruit près de 6 millions d'emplois dans l'industrie de 1995 à 2020. C'est pour vous montrer un peu la fuite en avant des industriels qui partent se délocaliser ailleurs qu'en Europe. Et aussi, et surtout, ce qui est important d'expliquer, c'est que ce processus de désindustrialisation a commencé à être opéré depuis au moins une trentaine d'années. Pourquoi ? Parce que certaines politiques publiques qui ont été votées à l'époque incitaient à une tertiarisation massive de l'économie européenne. Parce qu'on estimait que les gains de productivité qui étaient nécessaires pour pouvoir absorber le chômage étaient réalisables uniquement dans les services. Ouais. Ce qui fait qu'on a délaissé entièrement l'industrie pour aller plutôt vers les services qui sont souvent effectivement des amortisseurs d'emploi, enfin de chômage, qui créent beaucoup d'emplois, mais des emplois parfois peu qualifiés et aussi précaires. Et il faut rappeler également que l'un des pays qui a été l'initiateur de cette tertiarisation de l'économie n'est autre que Margaret Thatcher, donc qui était Premier ministre britannique. Oui. Voilà, tout à fait, au Royaume-Uni, qui estimait à l'époque que compte tenu de l'inflation des salaires et également de l'énergie, que l'industrie en Europe ne pouvait faire face à des pays où l'on pouvait produire à bas coût. Et d'ailleurs, ce mouvement-là de migration des industries s'est fait au profit des pays asiatiques, mais également au profit des pays d'Europe centrale. Et ce qui est important, je voudrais aussi le souligner, c'est que l'ensemble de l'Union européenne n'est pas logé à la même enseigne. Vous avez des pays qui ont gardé une ADN très forte en matière industrielle. On peut rappeler à leur tête l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque, l'Autriche, mais également la Suisse, qui eux ont très vite compris qu'il fallait garder, on va dire, une production industrielle, mais surtout de se placer en amont de la chaîne industrielle en fabriquant les machines-outils qui iraient elles-mêmes, qui serviraient elles-mêmes, à fabriquer les produits que nous consommons en Asie. Donc ça veut dire que ces pays-là ont très vite trouvé des débouchés à l'export, alors que à côté, les pays d'Europe occidentale, comme la France ou l'Espagne ou même le Royaume-Uni, ont vu eux des usines se délocaliser ailleurs. Oui. Et très bien, et on va justement revenir un peu plus tard dans le débat à cette problématique de la délocalisation dont étaient victimes certaines entreprises à certains pays européens. Professeur Guendouzi, justement, cette désindustrialisation de l'Europe, comment s'est-elle opérée au fil du temps et quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés ? Il me semble qu'il faut faire la part des choses parce qu'il y a deux catégories d'entreprises. Il y a celles qui cherchaient la compétitivité prix, donc la diminution des coûts de production. Donc il fallait délocaliser des activités vers des parties dans le monde où il y a les coûts salariaux bas, où il y a les coûts de transaction bas.
Et ces délocalisations ont eu lieu, notamment principalement en Asie. Mais il y a une autre catégorie d'entreprises qui cherchaient la compétitivité hors prix. Donc, elles ont beaucoup investi dans la recherche-développement, dans l'innovation, dans la qualité. Et ces entreprises, elles sont encore dominantes et elles sont restées dans le pays d'origine. Et je pense que la mondialisation a amené également un processus de fragmentation des processus de production, ce qui fait que certains maillons ont été délocalisés, mais les principaux maillons, parce qu'ils sont à haute valeur ajoutée, comme la recherche-développement et l'innovation, comme le marketing, la finance. Peut-on déduire que ce sont les PME qui ont été principalement touchées justement par ce processus de désindustrialisation? Oui, donc les PME sont fragilisées de par leur spécificité, mais l'innovation, la recherche-développement a été un moteur important. Et pour reprendre l'idée de Joseph Schumpeter, destruction-création a fait qu'il y a des entreprises dominantes qui sont restées dans le pays d'origine, il y a d'autres qui ont délocalisé, mais avec le temps, elles se sont rendues compte qu'il fallait relocaliser, mais elles n'ont pas pu le faire pour diverses raisons. Très bien. Danilo Desiderio, justement depuis quelques années, l'atout numéro 1 de l'Afrique dans son processus d'industrialisation, quant à elle, est sans aucun doute justement celui de l'énergie qui constitue la base de toute industrie, dans tous les secteurs. Toutefois, la part de l'Afrique dans l'industrialisation et l'industrie manufacturière mondiale a diminué pour atteindre un niveau actuel plus ou moins de 2% selon les données chiffrées de la BAT. Pourquoi ce faible taux, à votre avis ? Oui, la part de l'Afrique dans l'industrie manufacturière mondiale a effectivement enregistré une réduction continuelle au fil des décennies. Et cela s'explique en partie par le fait que le continent se concentre sur l'exportation de produits de base, dont le prix et la demande sont volatiles sur le marché mondial. Actuellement, la plupart des économies africaines sont dépendantes de produits de base. La CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, publie régulièrement un rapport intitulé « État de la dépendance à l'égard des produits de base ». Le dernier rapport, qui est daté 2021, montre que plus de 75% des pays africains sont dépendants des exportations de produits de base simples, c'est-à-dire avec un niveau de sophistication et une valeur ajoutée minimale. On considère qu'un pays est dépendant des exportations de produits de base lorsque plus de 60% de ses exportations totales de marchandises sont composées notamment de produits de base agricole, qui comprend le bétail, l'agriculture, la sylviculture et les produits de la pêche. Aussi les produits minéraux, les produits minéraux, métaux, pétrole brut, du gaz et d'autres hydrocarbures à l'état naturel, c'est-à-dire non raffinés. L'Algérie, par exemple, est classée par la CNUSED comme un pays dépendant de l'énergie, qui représente à peu près les 94% du total des recettes totales d'exportation du pays. Pour d'autres, des tiers des pays africains, ces produits représentent plus de 70% du total de leurs recettes d'exportation. Par ailleurs, les économies plus avancées disposent d'un panier d'exportation plus complexe avec une gamme de produits largement diversifiés, aussi bien qu'une technologie, un savoir-faire et un accès au financement qui sont meilleurs de ce que l'Afrique, ce qui leur permet d'avoir une plus grande part des marchés dans le commerce mondial. Très bien, Danilo Desiderio. On va revenir justement au fur et à mesure de nos débats sur le cas africain, le cas de l'industrialisation que l'on oppose justement à celui de la désindustrialisation du continent africain. Nazim Sini, je le disais donc, et on l'a vu dans le sujet préparé par Nari Menzekar, que selon les chiffres de la Banque mondiale, entre 2000 et 2021, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de l'Union européenne est passée de 18% à 15%. Certains pays comme la France ou la Suède encore ou la Belgique ont perdu jusqu'à 7% de part justement d'industrie manufacturière dans leur PIB. Comment analyser ces chiffres selon vous ?
Écoutez, tout simplement, on peut les analyser de la manière suivante, c'est que certains pays ont décidé de troquer l'industrie pour d'autres secteurs d'activité, tout simplement pour une question de coût. Effectivement, quand vous voyez que le coût horaire en France est 10 fois supérieur à ce qui se fait en Asie, et voire même 15 fois plus élevé également que ce qui se pratique en Afrique. Donc déjà, effectivement, la mondialisation a eu un rôle prégnant dans ce processus-là de délocalisation, puisque dans des économies qui recherchent à rester compétitives à tout prix, vous ne pouvez pas faire face à des pays qui pratiquent la stratégie de domination par les coûts. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous délocaliser. Et ce mouvement-là a profité, je vous l'ai dit, à des pays comme la Pologne, à des pays comme la Hongrie, la Roumanie, qui ont réussi à être de véritables réceptacles des IDE, surtout en provenant d'Europe de l'Ouest. Mais encore une fois, on assiste à un mouvement inverse depuis la pandémie de Covid, où on s'est aperçu, compte tenu des prix du transport qui ont littéralement explosé, mais aussi de la désorganisation de certaines chaînes industrielles en Asie, qu'il était parfois préférable soit de relocaliser localement certaines usines et certaines industries, ou encore de trouver d'autres partenaires. Et c'est là où je vous rejoins. L'Afrique a véritablement un rôle à jouer et elle peut tirer son épingle du jeu. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut mettre en exergue. Mais aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, tous les pays en Europe ne sont pas logés à la même enseigne. Et on observe, lorsqu'on regarde les chiffres de plus près, que ce sont les pays de la zone euro qui sont le plus affectés. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une monnaie unique, vous n'avez pas cette possibilité de dévaluer ou de toucher à votre politique monétaire. C'est-à-dire que vous êtes soumis à la politique de la BCE qui, elle, a une politique et une idéologie qui consiste à ne pas toucher à la valeur de la monnaie. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir une compétitivité prix par rapport à certaines industries. Et récemment, ça ne vous a pas échappé également, le dernier programme du Inflation Reduction Act, donc l'IRA américain, qui va encore plus exacerber les tensions industrielles, puisque le gouvernement, l'administration américaine a décidé d'injecter 370 milliards de dollars. Le principe de la préférence nationale, America First, donc. Donc vous imaginez l'argent qui est mis sur la table pour inciter les industriels américains à relocaliser sur leur sol. Très bien. Professeur Guendouzi, justement, tous les pays de l'Europe, ou plus ou moins tous les pays de l'Europe occidentale, mis à part la Pologne, peut-être ont vu justement leur part d'industrie manufacturière dans le pays baisser durant cette période. Comment expliquer néanmoins ce phénomène ? Alors, ce phénomène peut s'expliquer d'une part par une sélectivité des activités industrielles qui connaissent des innovations fondamentales, notamment la robotisation de ces activités, le redéploiement sur certains composants, alors que d'autres ont subi la concurrence internationale, particulièrement la concurrence asiatique, et les IDE ont pu affecter ces activités en délocalisant vers des pays comme la Pologne, comme la Hongrie ou la République tchèque, pour des considérations tout d'abord d'agglomération des économies d'échelle externe et pour aussi des gains de productivité très élevés dans ces pays, certains pays de l'Europe de l'Est. La Pologne étant le seul pays de l'Europe occidentale ayant gagné et non pas perdu en part d'industrie manufacturière dans son PIB. Tout à fait, parce qu'il y a un effet d'agglomération économique d'échelle externe, les entreprises de l'Union européenne en ont profité. Ces entreprises allemandes qui se sont délocalisées massivement en Pologne. Donc ils en ont profité, et puis il y a des gains de productivité importants qui sont en Pologne, en Hongrie. Et par conséquent, il y a des chaînes de valeur mondiale qui sont délocalisées vers ces pays-là, mais d'autres sont restés encore en Asie en attendant qu'il y ait en Chine principalement ? Principalement en Chine, mais pas uniquement en Chine. Il y a d'autres pays qui sont venus par la suite, comme la Malaisie, la Thaïlande, etc. Et actuellement, depuis la Covid, il y a apparition, comme l'a dit le collègue, la déstabilisation des chaînes de valeur mondiales. Donc, il y a un problème de sécurité des approvisionnements, il y a un problème de délai d'approvisionnement, il y a un problème de coût du transport international, notamment le transport maritime. Donc, tous ces éléments vont être pris en considération pour une redéfinition géographique de la mondialisation telle qu'elle a été faite auparavant. Très bien, et nous rejoint à ce moment précis de l'émission le docteur Nasser Bournan, qui est un ancien cadre au sein de la Banque africaine de développement. Docteur Bournan, bonsoir, merci de nous rejoindre. Docteur Bournan, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous reçois.
Pas très bien, mais je vous entends faiblement, mais... On va essayer de régler ce petit problème justement donc de liaison. Une première question que j'ai envie de vous poser justement, au moment où l'Europe connaît une espèce de crépuscule industriel, l'Afrique réfléchit justement à de nouveaux modèles d'industrialisation. Le dernier rapport sur l'industrialisation du continent publié par la BAD révèle que 37 pays ont progressé sur cette voie. Au cours de la dernière décennie, peut-on y voir une espèce de bascule qui se produit, toute proportion gardée, bien entendu? Non, je crois qu'il faut faire très très attention. Il faut faire très attention. D'abord, ce sont des indices composites. Et vous savez, quand on construit des indices, ce sont de simples indicateurs d'une évolution globale. Ils sont intéressants, si vous voulez, quand il s'agit de comparer des pays de la même région entre eux. Globalement, situés, si vous voulez, sur la scène mondiale et au plan global, l'Afrique reste totalement marginale. On est en dessous de 2%, oui, en dessous de la production manufacturière. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut absolument pas se faire d'illusions. Actuellement, j'ai cru comprendre un peu ce qui était en train d'être dit par les autres intervenants. Tout d'abord, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous. Le phénomène Covid et puis la guerre en Ukraine ont agi comme des accélérateurs et des révélateurs d'un processus qui existait déjà. La déglobalisation était en marche bien avant ces phénomènes. Elle s'est accélérée du fait d'un certain nombre de facteurs qui ont été précédemment cités. Actuellement, nous nous trouvons dans un nouveau modèle, si vous voulez, de développement industriel. Alors, il y a beaucoup qui pensent et qui disent « Ah oui, il y a des opportunités de partenariat, donc de redéploiement de l'industrie en direction de l'Afrique. » Il faut faire très attention là-dessus. Tout d'abord, on voit bien que ce que les Américains appellent le friendshoring, c'est-à-dire lier la délocalisation à une soumission, pour ne pas employer un terme encore plus fort, aux choix stratégiques effectués par les pays qui dominent actuellement le domaine industriel est en train de devenir une condition de la délocalisation. Vous pensez à quel pays exactement, docteur? Qu'est-ce qu'on va délocaliser? On va délocaliser les industries les plus polluantes. Les industries de pointe, regardez par exemple le dernier rapport qui a été fait pour prendre un pays qui n'avance pas tellement, qui a des problèmes, comme la France. Vous constatez que ce sont les secteurs de pointe dans lesquels on observe une augmentation du nombre d'entreprises qui sont en train d'avancer, alors que le reste est en train d'être élagué. Donc il faut qu'on fasse attention là-dessus. Le meilleur exemple, à mon avis, c'est le modèle allemand. J'ai entendu parler de la Pologne. Vous savez, le modèle allemand a fonctionné justement parce qu'il a permis d'utiliser à un coût réduit, en termes de logistique, en termes des espaces de production qui préexistaient, que sont la Pologne, l'ancienne Allemagne de l'Est, etc., au moindre coût. Bon, ce modèle est en train d'atteindre ses limites actuellement, et on le ramène. Alors, tout cela a fonctionné, et je crois que ça a été mentionné. Il y a derrière aussi l'élément monétaire. Actuellement, on est dans une phase de transition au plan mondial et il faut en tenir compte. Est-ce qu'on va continuer à fonctionner avec une devise clé, qui est le dollar, qui a commencé à s'imposer et à imposer ses règles à travers les sanctions qui ont été appliquées,
selon le principe de l'extraterritorialité, ou va-t-on vers des modèles alternatifs? Si par exemple on s'inscrit dans des modèles alternatifs, alors l'Afrique ne peut pas compter sur un partenariat soi-disant gagnant-gagnant, mais en fait perdant pour l'Afrique et gagnant pour les autres, parce qu'on va juste délocaliser les industries polluantes en gardant la main sur les industries de pointe. Est-ce que c'est cela qu'on veut pour l'Afrique? Est-ce qu'on veut plutôt développer un autre modèle industriel fondamentalement basé sur un autre type de partenariat et tirant avantage d'un gros avantage en Afrique? C'est, vous savez, le potentiel qu'a pour le continent les énergies renouvelables. Quand je dis énergie renouvelable, je ne pense pas simplement au solaire, mais je pense à l'eau, l'hydraulique. Quand vous voyez la puissance de Inga 2, 3, etc. au niveau de la région Afrique centrale et comment elle peut desservir pratiquement tous les pays, vous voyez qu'il y a un potentiel extraordinaire. Alors, si on continue à raisonner et à fonctionner selon le modèle traditionnel, où il s'agit de reproduire, si vous voulez, ce qu'ont fait les autres il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, au lieu de nous situer dans les chaînes de valeur de pointe, notamment en termes d'énergie renouvelable, on ne s'en sortira jamais et on restera toujours au niveau du continent et chez nous en particulier, sur des marges et des taux d'industrialisation très faibles. Très bien, merci docteur Bournane. Je rappelle que vous êtes expert financier, ancien cadre de la BAD pour cette intervention. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Alger. Danilo Desiderio, je reviens vers vous, justement, toujours selon le rapport, ce fameux rapport de la BAD, les pays les plus performants en matière d'industrialisation, et le docteur Bournane vient de le rappeler, ne sont pas nécessairement ceux dont l'économie est la plus importante, mais plutôt ceux qui réalisent la plus forte valeur ajoutée manufacturière par habitant. Comment, encore une fois, expliquer un tel phénomène? Oui, comme vous l'avez souligné, selon le rapport de la BAD, les pays qui disposent d'une base manufacturière industrielle assez solide, d'un bon niveau de sophistication commerciale, ce sont les pays qui tirent les plus grands bénéfices en termes de performance économique. Mais il y a aussi la question de la diversification du panier des produits d'exportation qui permet à ce pays de résister au choc des prix et, comme j'ai déjà dit, touche principalement les matières premières, puisque leur prix est déterminé par les forces de l'offre et de la demande sur les marchés internationaux. Or, bien que l'Afrique abrite des pays comme l'Afrique du Sud, les pays nord-africains, avec l'exception de la Libye, le Kenya, le Ghana, avec des économies assez solides et avec un niveau de sophistication commerciale et de diversification de l'économie plus forte, la réalité est que dans la plupart des nations africaines, le niveau d'industrialisation est faible, avec des secteurs manufacturiers fragiles et non compétitifs, peu orientés vers l'exportation et qui ne contribuent que marginalement au PIB national à cause du fait que les opérations de livraison ou de transformation des produits à plus forte valeur ajoutée se font encore pour la plupart en dehors de leur territoire du continent africain. Oui. L'une des raisons pour lesquelles le taux d'industrialisation en Afrique est faible est que l'Afrique produit, ce que l'Afrique produit est plus coûteux qu'elle importe. Je ne pense pas dire une hérésie si je dis que les produits importés dans les pays africains, par exemple d'Europe, sont moins chers que les produits similaires qui sont produits en Afrique ou importés par d'autres pays africains. Et les raisons principales sont le manque d'économie d'échelle et le fait que le coût de transport à partir du lieu de production au lieu de consommation, de destination. Donc, coût de transport, c'est-à-dire manque ou plutôt absence, ou peut-être que les montants sont faibles d'investissement dans les infrastructures? Est-ce pour cela?
Exactement, exactement. Et les coûts de transport sont très élevés à cause du fait, comme vous avez dit, que le coût de transport, à cause de la faiblesse des infrastructures de transport, notamment celle de transport routier, qui en Afrique représente la modalité plus utilisée, surtout pour ces échanges intracontinentaux. En outre, en Afrique, il y a le problème des barrières non tarifaires qui augmente considérablement les prix de marchandises pour les consommateurs finaux. Les barrières non tarifaires sont toutes les restrictions résultant d'interdiction de conditions ou exigences spécifiques de marché qui rendent l'importation ou l'exportation de produits particulièrement difficiles ou coûteuses. Selon un rapport de la CNUSED publié en 2021 intitulé Statistiques principales et tendances de la politique commerciale, l'incidence des barrières non tarifaires en Afrique est la plus élevée parmi les régions en développement. Un autre document de recherche publié toujours pour la CNUSED en 2017 a estimé que les pays africains pourraient gagner 20 milliards de dollars par an à travers l'élimination de ces barrières au niveau continental. C'est-à-dire la mise en place rapide des dispositions de la ZLECAf, c'est bien cela? Exactement. Très bien. Nazim Sini, revenons à cette question justement relative aux investissements dans les infrastructures. Est-ce justement pour essayer d'élever ce taux de contribution de l'industrie manufacturière dans la part du PIB des pays africains que des pays à l'image de l'Algérie investissent ou ont fait le choix d'investir massivement dans les infrastructures, selon vous? Oui, totalement. Et puis, vous savez que investir dans des infrastructures, c'est le préalable nécessaire pour voir émerger une industrie sur un continent ou sur un pays. Mais vous savez, quand on parle d'infrastructures, il ne s'agit pas seulement de ports, d'aéroports ou de réseaux routiers. C'est aussi investir massivement dans des infrastructures télécoms à travers des antennes relais. C'est investir également dans de la fibre optique pour avoir une interconnexion et créer surtout tout un écosystème industriel qui pourrait à même de gagner en compétitivité et surtout pour être moderne et surtout investir dans l'innovation, la R&D, etc. Donc vous avez des pays, là aussi, vous avez une disparité entre les pays africains qui est criante. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, comme le Gabon, l'Angola qui investissent massivement dans les infrastructures pour interconnecter des pans entiers du continent. Et puis vous avez d'autres pays qui malheureusement accusent un retard latent. Je pense notamment à Centrafrique, au Congo, au Soudan, etc. Et également, je voulais ajouter une chose. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique aussi ne jouit pas d'une très bonne image aux yeux des investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes parfois de formation. Quand on veut créer une industrie, il faut que l'on ait un taux d'employabilité et surtout une main-d'œuvre formée, ce qui est différent d'une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est diplômée, mais qui n'est pas forcément formée au métier des industries de pointe. Et puis aussi, vous avez une certaine instabilité dans certaines régions d'Afrique qui fait que vous ne pouvez pas envoyer vos marchandises et vos produits finis par certains réseaux routiers. Là aussi, ça pose de véritables problèmes pour les industriels qui ont des craintes ou des doutes sur l'acheminement de leurs marchandises. Ça aussi, ça peut y faire, ça peut avoir également, ça peut représenter un frein pour les investissements directs étrangers. Mais j'allais vous dire, aujourd'hui, on doit impérativement investir, et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises sur votre plateau, dans l'électrification du continent. Pour moi, c'est un préalable très important pour voir véritablement émerger une industrie qui sera compétitive et surtout qui réponde aux standards internationaux. Parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est de pouvoir offrir une qualité de production égale, voire supérieure à ce qui se fait en Asie, avec un prix également compétitif. Très bien, Nazim Sini. Professeur Guindouz, et justement, avant de parler de ce compromis qui est la question essentielle de ce débat à trouver entre justement un continent européen qui fait face à une certaine désindustrialisation et les espoirs du continent africain par rapport à l'industrialisation, que pensez-vous justement du rôle de l'intégration continentale en Afrique quant aux objectifs affichés dans ce rapport publié, plutôt l'indice de l'industrialisation de l'Afrique 2022 publié par la BAD? Tout à fait. En 2012, si mes souvenirs sont bons, la Banque africaine de développement a publié un rapport sur l'industrie manufacturière en Afrique et elle a fait ressortir les résultats qu'il y a actuellement. Donc il n'y a pas eu énormément de progrès.
Et le rapport de l'époque de la Banque africaine de développement faisait ressortir déjà les avantages que donnerait l'industrie manufacturière pour les pays d'Afrique, tels que le développement technologique, la généralisation des technologies de l'information et de la communication, la création d'emplois, la diversification des exportations. Et nous sommes encore dans cette logique qu'il faut encourager. Malheureusement, les pays d'Afrique sont nombreux, mais ils sont fragmentés. Il y a une disparité entre ces pays-là. Et je pense qu'avec la création de la zone de libre-échange par l'Union africaine, il va y avoir un marché unifié qui donnerait peut-être plus de visibilité à des investisseurs étrangers, notamment européens, pour pouvoir délocaliser des activités ou développer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la colocalisation d'activités industrielles dans un certain nombre de pays qui réunissent les conditions. Cependant, je peux dire également qu'il y a une sorte de dualité. Autant les entreprises en Europe sont maintenant orientées vers la décarbonation d'activités industrielles, vers la robotique, vers l'intelligence artificielle, autant dans les pays d'Afrique, on est encore en train de rechercher les éléments qui puissent permettre le décollage de cette activité manufacturière, parce qu'elle est tout d'abord indispensable, mais ça permettrait d'aller vers d'autres activités à forte valeur ajoutée, et ça dépendra des volumes d'investissement direct étranger et de la recherche et développement qu'il faut, les cash flows qu'il faut, les financements qu'il faut réaliser en ces temps. Il y a malheureusement une contrainte fondamentale pour un grand nombre de pays d'Afrique, c'est la dette extérieure qui reste un énorme fardeau et il faut trouver des solutions. Très bien. Danilo Desiderio, rapidement un petit commentaire par rapport à ce que vient de dire le docteur Guendouzi. Oui, je suis d'accord. Ce que je peux ajouter, l'AUDA NEPAD, l'Agence de développement de l'Union africaine chargée de coordonner et d'exécuter les projets de développement régionaux continentaux prioritaires qui favorisent l'intégration économique en Afrique, a publié l'année dernière le 10e rapport continental sur la mise en œuvre de l'agenda 2063. 2063, oui. Oui, la stratégie de développement sur 50 ans adoptée par l'Union africaine en 2013. 2013, oui. Oui. L'agenda 2063 identifie 7 objectifs clés appelés aspirations, considérés essentiels pour promouvoir la prospérité en Afrique, stimuler le développement économique et l'intégration des pays africains dans l'économie mondiale. L'aspiration numéro 4 prévoit la transformation des économies africaines en vue de l'industrialisation du continent et la création d'emplois. Dans ce contexte, le rapport révèle des progrès modestes au cours de 3 dernières décennies, avec la contribution du secteur manufacturier en proportion du PIB en Afrique qui reste encore faible, avec une moyenne au niveau continental de 11% en 2021, alors que l'objectif prévu par le premier plan décennal de mise en œuvre d'agenda 2063 prévoyait en 15% à attendre à la fin de 2021. Donc un déficit de 4%. Oui, de même, le continent n'a pas atteint son objectif en ce qui concerne la part des dépenses de recherche et développement par rapport au PIB, enregistré à environ 0,45% contre un objectif de 1% pour 2021. Brièvement, s'il vous plaît, Monsieur Desiderio, nous manquons malheureusement déjà de temps. Oui, non, je vais conclure. L'indice d'industrialisation de l'Afrique de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Oui, dont la dénomination inaugurale a été publiée en novembre 2022, est sur la même longueur d'onde. La réponse donc à la question que vous avez posée tout d'abord, est que moi je ne vois pas cette bascule pour le moment. Cette bascule, oui. Oui. Très bien, c'est une bonne conclusion. On espère que cette bascule s'opérera dans les années à venir et c'est pour ça que le continent africain compte investir massivement dans le projet phare de l'Afrique qui est celui de l'intégration, qui passe notamment par la mise en place des dispositions de la zone de libre-échange continentale africaine. Malheureusement, je n'aurai pas de temps pour vous poser une dernière question, Monsieur Nazim Sini, mais l'on pourra le faire ultérieurement à d'autres occasions, dans d'autres débats. Merci, messieurs les experts, monsieur Guendouzi d'avoir été avec nous. Nous remercions également monsieur Bournel qui nous a rejoint en direct par téléphone. C'est la fin d'Eco Hebdo, des Pros de l'Eco, pardon. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Excellente soirée, à la semaine prochaine.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.